sommes à une phase où vraiment, ils sont restés à la maison et peut-être certains n'ont pas quelqu'un pour les aider. Ce serait toujours bien, voilà, d'avoir un suivi, voilà, de la part de leurs enseignants ou bien de qui que ce soit qui pourrait quand même faire quelque chose. D'accord, merci beaucoup. Naturellement, vous êtes à la place de l'inspecteur de l'autre côté aujourd'hui, et vous vous chargez aujourd'hui d'accompagner les élèves qui sont en classe de CM2, n'est-ce pas, M. Thior? Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, à vous l'honneur, vous pouvez rejoindre le tableau et nous allons démarrer. Encore dire très bon courage à toute la famille du docteur Massamba Gueye et très bon courage. Sachez encore une fois que nous sommes de tout cœur avec vous. Je vais en profiter, inspecteur, aussi pour rejoindre ma place. Docteur Massamba n'est pas loin, il veille au grain. Merci beaucoup. Monsieur Thior, à vous. Allez-y. Voilà, merci encore. Avant tout, il faudrait que nous fassions la coutume, c'est-à-dire voilà, nous prévenir avant de commencer en mettant le gel antiseptique bien frotté, comme nous l'ont appris, voilà, nos experts en santé. Et aujourd'hui, nous allons faire une leçon de conjugaison qui va porter un peu sur le futur antérieur. Je le dis, nous sommes en classe de CM2. Voilà, j'espère que, chers apprenants, à votre niveau, voilà, vous êtes bien prêts et voilà, disposés à pouvoir travailler avec nous. Comme je le disais tout à l'heure, je vais vous montrer seulement l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Voilà, nous verrons le futur antérieur. Je vais généraliser, ce sera le futur antérieur de tous les verbes. Voilà, ce sera un peu complexe pour certains, mais si vous suivez quand même, ça pourrait vous aider parce que ça sera facile à la fin. Bien, nous sommes en conjugaison. Excusez-moi. Voilà, et pour ça, nous allons partir d'un contexte. Je vais donner 3 phrases au tableau. Alors, on va essayer, à partir de ces phrases, d'étudier, en tout cas, le futur antérieur. Ali est un apprenant très sage. Voilà, Ali est un apprenant très sage. Deuxième phrase. Nous apprenons nos leçons régulièrement. Astou et moi la couleur Astou et moi choisissons la couleur blanche. Alors, pour ne pas perdre du temps, nous allons un peu accentuer notre travail au niveau de ces 3 phrases. Et la première chose qu'on doit faire, c'est quoi? Nous devons d'abord situer, voilà, les verbes qui sont dans ces phrases dans le temps. Et pour situer les verbes qui sont dans ces phrases dans le temps, il faudrait aussi que nous sachions, voilà, à quel moment se passent les actions dans ces phrases.
Ali est un apprenant très sage. Modou, si tu avais à nous dire à quel moment se passe l'action dans cette phrase, quelle serait ta réponse? Très bien. Cette action se passe au présent. Ça veut dire qu'au moment où l'on parle, l'action se passe. Alors, Ali est un apprenant très sage. Voilà, le verbe qui est conjugué dans cette phrase est un verbe conjugué au présent. Nous apprenons nos leçons régulièrement. Charlotte, si tu avais à nous dire le moment auquel se passe l'action dans cette phrase, quelle serait ta réponse? Très bien. Nous apprenons nos leçons régulièrement. L'action se passe au moment où l'on parle, alors le verbe de la phrase est conjugué au présent. Bien. Astou et moi choisissons la couleur blanche. Modou, toujours, si tu avais une réponse par rapport à cette phrase, à quel moment se passe l'action? Voilà, l'action se passe au moment où l'on parle. Très bien. Alors, nous allons maintenant faire sortir ou bien souligner les verbes qui se trouvent dans ces phrases. Les verbes qui nous permettent de dire que l'action se passe au présent. Ali est un apprenant très sage. Ali est. On peut dire que c'est un verbe, mais bon, quand on vous parle en classe, on vous fait savoir que est un auxiliaire, et c'est l'auxiliaire être. Très bien. La deuxième phrase, nous apprenons nos leçons. Que faisons-nous? Nous apprenons. Le verbe, c'est apprenons. Astou et moi choisissons la couleur blanche. Que faisons-nous, Astou et moi? Nous choisissons. Très bien. Voilà 3 verbes qui sont conjugués dans les 3 phrases. Et tous les 3 verbes sont conjugués aussi au présent de l'indicatif. Alors, je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on doit étudier le futur antérieur. Ces verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif, je vais vous demander de les conjuguer, de les mettre au futur antérieur. D'accord. M. Dior, peut-être avant d'en arriver au futur antérieur, quand vous dites l'action se passe au moment où l'on parle, l'élève doit comprendre par là que c'est au présent. Tout à fait. C'est l'équivalent. Voilà, quand l'action se passe au moment où l'on parle, voilà, le verbe est conjugué toujours au présent. Par exemple, Astou est en train de parler à M. Thior. D'accord. Astou est. Et représente le verbe. Vous êtes en train de me parler, au moment où vous me parlez, voilà, l'action se passe. Alors, ce verbe est conjugué au présent. Bien. Pour continuer toujours, je vous demande de mettre les verbes qui sont soulignés dans les phrases au futur antérieur. Et pour cela, voilà, il faudrait qu'on interroge peut-être Ibrahima, qui va nous dire à quel temps ou bien comment est-ce qu'on conjugue l'auxiliaire être au futur antérieur. Bien. Merci Ibrahima. Alors Ibrahima va dire Ali, si nous voulons conjuguer au futur antérieur, Ibrahima va dire Ali, merci. Ali, excusez-moi. Ali aura été un apprenant sage. Très bien, Ibrahima. Maintenant, Georgette, nous apprenons nos leçons régulièrement. Alors, on te demande de mettre le verbe au futur antérieur. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Très bien. Nous aurons appris nos leçons régulièrement. Très bien. Alors, on va prendre Birama qui va nous dire Astou et moi choisissons la couleur blanche. À quel temps, au futur antérieur, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. On va dire Astou et moi auront choisi la couleur blanche. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là? Quand on dit Ali aura été un apprenant très sage, nous aurons appris nos leçons régulièrement. Astou et moi aurons choisi la couleur blanche. On nous dit que ces verbes sont conjugués au futur antérieur.
Mais à partir de la conjugaison qu'on a faite, alors selon vous, comment est-ce qu'on conjugue l'auxiliaire être? Comment est-ce qu'on conjugue le verbe apprendre? Et comment est-ce qu'on conjugue le verbe choisir au futur antérieur? Oui? Très bien. Pour l'auxiliaire être, on conjugue d'abord l'auxiliaire avoir au futur simple suivi du participe passé du verbe. C'est-à-dire, pour conjuguer l'auxiliaire être au futur antérieur, qu'est-ce que je fais? Je prends l'auxiliaire avoir que je conjugue au futur simple de l'indicatif. Maintenant, j'ajoute le participe passé du verbe principal, c'est-à-dire le verbe que je devais conjuguer, je le mets au participe passé. Et le verbe que je devais conjuguer, c'est le verbe être ici. Alors, je le mets au participe passé. Et le participe passé du verbe être, c'est été. Pour ce qui nous donne aura été un apprenant sage. Très bien, on passe à la deuxième phrase. Nous aurons appris nos leçons. Ici, on a dit nous aurons appris. C'était le verbe apprendre. On nous a demandé de conjuguer le verbe apprendre au futur antérieur. Alors, un élève nous a dit nous aurons appris. Alors, comment est-ce qu'on a conjugué ce verbe au futur antérieur? On a conjugué l'auxiliaire avoir au futur simple et on a ajouté le participe passé du verbe principal. C'est-à-dire, on devait conjuguer le verbe apprendre. Mais ici, on conjugue d'abord l'auxiliaire avoir au futur simple. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe apprendre. Ce qui nous donne nous aurons appris. Astou et moi aurons choisi. Là, nous avons le verbe choisir. On nous demande de le conjuguer au futur antérieur. On a dit auront choisi. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe choisir au futur antérieur? On a pris l'auxiliaire avoir au futur simple, suivi du participe passé du verbe choisir qui est choisi. Alors ici, au préalable aussi, il faudrait que l'on comprenne ou bien que l'on sache déjà quels sont les participes passés de chaque verbe. Parce que si on ne connaît pas le participe passé, par exemple, du verbe être, on ne pourra jamais conjuguer l'auxiliaire être au futur antérieur. Si on ne connaît pas le participe passé du verbe apprendre, on ne pourra pas conjuguer le verbe apprendre au futur antérieur. Bien. Là, pour un peu revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour conjuguer l'auxiliaire être, vous voyez, on conjugue l'auxiliaire avoir au futur simple, suivi du participe passé du verbe être. Mais on peut être dans une situation où on a par exemple d'autres verbes à conjuguer. Par exemple, on nous dit Ramatoulaye rentre tard. Ici, que fait Ramatoulaye? Ramatoulaye rentre. Le verbe c'est rentre. Son infinitif c'est le verbe rentrer. Il appartient à quel groupe? Très bien, il appartient au premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Alors, comment est-ce qu'on va conjuguer ce verbe au futur antérieur? On va faire la même règle que tout à l'heure. Ramatoulaye rentre tard. Abdoulaye? Très bien. Ramatoulaye sera rentré tard. Ici, on dira Ramatoulaye sera rentré tard. Quelle est la différence qu'on a tout à l'heure? Oui, Modou? Très bien. Tout à l'heure, on a conjugué presque tous nos verbes avec l'auxiliaire avoir au futur simple. Et ici, on se rend compte qu'on a conjugué un verbe du premier groupe avec l'auxiliaire être au futur simple. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que pour conjuguer le futur antérieur, on peut utiliser soit l'auxiliaire être, ou bien on peut ici utiliser aussi l'auxiliaire avoir. Et la règle nous dit, pour conjuguer les verbes, tous les verbes en français, pour les conjuguer au futur antérieur, on utilise soit l'auxiliaire avoir, ou l'auxiliaire être. Et quand on vous dit ou, c'est pas et. On n'a pas utilisé ici la conjonction de coordination et. Parce que quand on dit et, ça veut dire qu'on devrait conjuguer les deux à la fois. Mais ici, on a dit ou. Ça veut dire qu'on a le choix. Soit on conjugue avec l'auxiliaire avoir, ou bien on conjugue avec l'auxiliaire être. Et ici, on ne peut pas dire Ramatoulaye et on choisit l'auxiliaire avoir parce qu'on ne dit jamais Ramatoulaye aura rentré. C'est pas, voilà, c'est pas juste. Il faut utiliser ici l'auxiliaire être. Et quand on utilise l'auxiliaire être aussi, il faut tenir compte du participe passé
que l'on emploie, le participe passé du verbe. Parce que si on disait Ramatoulaye sera rentré. Excusez-moi. Ramatoulaye sera rentré. Est-ce que ça c'est juste? Oui? Eric? Non, c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Très bien. Parce qu'ici, Ramatoulaye, c'est le féminin. C'est une fille ou c'est une femme qui parle. Ou bien à qui on parle. Alors si c'est au féminin, alors on a appris en amont quoi? Le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Ce participe passé employé maintenant avec l'auxiliaire être, il va s'accorder en genre et en nombre avec son sujet. Et le sujet de ce participe passé, c'est Ramatoulaye. Ramatoulaye, c'est le féminin singulier. Je l'accorde au féminin singulier. Sera rentré, j'ajoute le E. Si c'était le masculin singulier, pareil. Si c'était Ramatoulaye et Binta, c'est deux féminins, on ajoute ici E accent aigu S. Mais pour ne pas trop mettre l'accent sur une leçon qui a été déjà vue, on va s'accentuer, s'appesantir seulement sur la leçon d'aujourd'hui qui constitue le futur antérieur. Alors, je reviens à la règle pour finir. Pour conjuguer les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe, ou bien l'auxiliaire avoir et être au futur antérieur, je conjugue l'auxiliaire avoir, ou bien l'auxiliaire être au futur simple, maintenant plus le participe passé du verbe. Voici la règle de conjugaison de tous les verbes en français. Pour les conjuguer au futur antérieur, on conjugue soit l'auxiliaire avoir. Si le verbe va avec l'auxiliaire avoir, j'emploie l'auxiliaire avoir. Si le verbe va avec l'auxiliaire être, j'utilise l'auxiliaire être. Mais on ne peut pas utiliser les deux à la fois. Et quand on utilise avoir aussi, il faudrait que ça puisse concorder avec le verbe. Avoir ou être au futur simple. Ça veut dire que vous aussi, vous devez savoir conjuguer déjà le futur simple. Avoir ou être au futur simple, plus le participe passé du verbe, je l'ai dit tout à l'heure, je dois aussi maîtriser les participes passés de tous ces verbes en français. Voilà la règle qu'on a aujourd'hui. Peut-être l'exercice, on va donner ça à Astou pour qu'elle puisse vous faire parvenir cela et que vous travaillez davantage à la maison. D'accord. Monsieur Thior, je pense peut-être on peut faire un tout petit rappel, le futur simple de l'auxiliaire avoir et aussi le futur simple de l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, juste un petit rappel pour les tout petits. Voilà, ça voudrait dire quoi là? Le futur simple de l'auxiliaire avoir, par exemple. La première personne, on dit j'aurai. Et attention, le j'aurai ne prend pas de S. Tu auras. Aura prend S. Il aura. Il ou elle aura, terminaison A. Nous aurons. Vous aurez. Il ou elle, elles auront. ONT. Voilà la conjugaison de l'auxiliaire avoir au futur. Ça veut dire que si vous savez conjuguer cet auxiliaire avoir au futur et vous maîtrisez les participes passés des verbes en français, il suffira juste de choisir soit l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe. Par exemple, j'aurais choisi, comme tout à l'heure. Vous avez vu? Parce que nous maîtrisons le participe passé, nous maîtrisons aussi la conjugaison du futur. Les deux maintenant forment ce qu'on appelle le futur antérieur. Si c'est l'auxiliaire être, excusez-moi, on dit je serai. Toujours avec la même terminaison. Je serai, tu seras, terminaison AS. Terminaison AS. Elle sera, terminaison A. Nous serons, vous serez. Il ou elle
seront. Et ici, pour le verbe choisir aussi, on peut le conjuguer, voilà, on peut le conjuguer aussi avec l'auxiliaire être. On peut dire je serai choisi. Par exemple, si c'est Ramatoulaye qui parle, je serai choisi, elle va ajouter un E. Je serai choisi. Tu seras choisi, il sera choisi, elle sera choisie. On pouvait aussi utiliser un autre verbe. En tout cas, il y a une multitude de verbes, voilà, avec lesquels on peut conjuguer l'auxiliaire avoir ou bien on peut conjuguer l'auxiliaire être. Mais ce qu'il y a. Mais ce n'est pas le cas avec tous les verbes. Non, c'est pas possible avec tous les verbes. C'est pas possible avec c'est pas possible avec tous les verbes. Par exemple, ici, tu as le verbe rentrer. Excusez-moi, j'enlève ça. Le verbe rentrer. C'est sûr que quand on va conjuguer ce verbe, on ne va jamais dire Astou. J'aurais rentré. Voilà, on ne va jamais dire j'aurais rentré. Ça n'existe pas en français. J'aurais rentré. On dira toujours je serai rentré. Si c'est une femme ou une fille qui parle, voilà, on met... Et quand je dis j'ai rentré ma voiture, mettez cette phrase au futur antérieur. Quand vous dites... J'ai rentré ma voiture, mets cette phrase au futur antérieur. Ça donne quoi? J'ai rentré ou j'ai fait rentrer ma voiture? Non, j'ai rentré la voiture dans le garage. Je veux savoir pour les élèves, est-ce que ça se dit ou ça se dit pas? Ah non. Okay. Non, il faudrait que ça soit clair. Étant donné qu'on ne peut pas conjuguer l'auxiliaire avoir avec le verbe rentrer, c'est sûr que c'est avec l'auxiliaire être qu'on va l'utiliser. Mais si, par exemple, comme la phrase que vous avez donnée, j'ai rentré ma voiture, là, voilà, ça sonne un peu mal. J'ai fait, au lieu de dire j'ai rentré, vous allez dire j'ai fait rentrer ma voiture dans le garage. J'ai fait rentrer ma voiture dans le garage. Mais ici, ce qu'il y a à retenir, c'est que, voilà, nous sommes avec le futur antérieur et la règle dit que tous les verbes en français au futur antérieur se conjuguent comme suit. C'est-à-dire, je prends soit l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. Au futur simple, maintenant, j'ajoute le participe passé du verbe que je veux conjuguer. Si je veux conjuguer le verbe aller, j'utilise l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Ça dépend de l'auxiliaire qui va avec. Maintenant, j'ajoute le participe passé de ce verbe aller. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Thior. Je pense que Ali, Georgette, Abdallah, Eric, ils ont pu prendre bonne note, ils ont pu retenir la règle et je pense qu'ils ont la possibilité de retrouver des exercices soit sur certaines plateformes ou bien carrément prendre le bled. Ils peuvent retrouver ça à l'intérieur du bled. Ils peuvent prendre le bled comme ils peuvent prendre, puisqu'ils sont au CM2, ils peuvent Ami prendre aussi Rémi. le livre Ami et Rémi, Oui. ou bien Langue et communication didacticos. Toujours, ils y verront, voilà, des exercices, ou même eux-mêmes à leur niveau, ils peuvent s'autodonner des exercices. Avec papa, maman. Avec papa ou maman, voilà, avec papa ou maman. Si papa ni maman n'est pas là, voilà, tu prends un livre, tu essaies de te donner des exercices. Tu vois par exemple sur un livre des phrases. Ces phrases-là, tu essaies de les mettre au futur antérieur. D'accord. Là, toujours, ça peut aider. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Thior. C'est une première pour vous dans la salle des profs. Vous avez envie de revenir demain? En tout cas, ça serait un plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir de partager. Voilà, parce que c'est pour le bien de nos enfants. Oui. Et c'est l'éducation qui est à la base de tout. Alors, Merci. si toutefois on peut faire quelque chose, voilà, n'hésitez pas, on sera toujours... Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Thior. Merci aussi à vous, chers petits, chers élèves qui sont à l'école primaire, principalement ceux qui sont en classe de CM1, CM2. J'espère que vous avez bien retenu aujourd'hui la leçon sur le futur antérieur. Inspecteur, nous avons vu la règle. Maintenant, le plus difficile pour l'enfant, peut-être, c'est de chercher si c'est l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Aussi, il y a l'accord ou bien l'usage du participe passé, inspecteur. Oui, c'est ça, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de verbes en français qui sont comme ça. Et notamment, il l'a aussi dit en insistant sur le S. Parce que la différence entre le futur et le conditionnel, c'est tout simplement le S. Donc quand vous mettez S à la fin, vous êtes dans le conditionnel présent. Et sans le S, vous êtes dans le futur. C'est comme des verbes comme le verbe courir. Quand vous voulez conjuguer ça au futur, attention, on n'est pas dans je courirai, mais je courais. Et là, la différence, c'est seulement le R. On a deux R au futur et un R
en fait, quand ce n'est pas au futur. Mais félicitations, ça a été bien fait. Je sais que les enfants vont bien retenir et aussi apprendre avec les parents et les grands frères étudiants qui sont à la maison. Merci beaucoup, inspecteur. Merci pour la précision avec le verbe courir. Je pense aussi que c'est valable pour le verbe cueillir. Le verbe cueillir, la difficulté, c'est la place du U. Ok. Parce que souvent, même dans les écriteaux dans la rue, au lieu d'écrire cueillir, ils écrivent seillir. Donc c'est le U qui précède le EI. Attention. Voilà, c'est comme aussi avec le verbe résoudre au présent. Quand nous sommes dans nous, on n'est pas dans nous résoudrons, mais nous résolvons. Donc ça, c'est les verbes irréguliers. Et c'est seulement le contexte pour voir est-ce que c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Il faut bien voir dans quel contexte vous êtes. Et comme l'a dit tantôt M. Thior, vérifier si ça sonne bien ou ça sonne mal. Mais pour le reste, il faut beaucoup lire. Surtout, c'est important. Lire des livres. Sinon, vous serez enchaîné dans les choses là. Merci beaucoup, inspecteur. Il est aujourd'hui avec nous sur ce plateau, pas pour présenter un cours, mais il va nous accompagner durant l'émission La Salle des Profs. Maintenant, nous avons fini avec M. Thior. Encore merci beaucoup, M. Thior. Merci pour tout. Et tout de suite, nous allons accueillir M. Seck. Je pense qu'il connaît très, très bien la Salle des Profs de la télévision Futur Média. Il était avec nous la dernière fois et il avait partagé avec nous autour du cours sur la voix active, la voix passive. Monsieur Thior, c'est bon, vous pouvez rester avec nous. Vous avez déjà envie de nous quitter. Vous pouvez rester avec nous. Restez avec nous. C'est un plaisir de vous garder. En attendant, nous allons accueillir M. Seck. M. Seck, merci encore d'être là dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Je le disais tantôt, vous étiez là il y a quelques semaines avec nous autour de la voix active, de la voix passive. Et aujourd'hui encore, vous êtes là. Merci pour votre disponibilité et votre générosité. Voilà, merci beaucoup Aïssatou. Merci. J'aimerais d'abord, avant tout, présenter nos condoléances les plus attristées au docteur Massamba qui vient de perdre, n'est-ce pas, son épouse et prier pour le repos de son âme. Amen. Vraiment, c'est tout le mal que nous lui souhaitons parce que vraiment, il est en train de faire des actions vraiment exceptionnelles pour l'éducation. Maintenant, je vous remercie également. C'est toujours un plaisir de retrouver, n'est-ce pas, les élèves. Et avant tout, donc, comme d'habitude, moi, je me déplace avec mon petit truc. Ce fameux gel. Ce fameux gel. Donc voilà, puisque notre hôte s'entête à nous quitter, donc il faut lui, n'est-ce pas, montrer une détermination aussi ardue pour que vraiment lui montrer que nous ne désirons pas sa présence sur notre terre. Bientôt il partira, voilà, Inch'Allah. Nous sommes un pays de teranga, mais vraiment, avec ce virus-là, il ne faut pas. Chers élèves, je disais que ne soyez pas tétanisés, n'ayez pas peur, n'est-ce pas, si vous entendez pour la première fois la dissertation. Vous allez disserter, certes, mais vous avez déjà eu à faire une de ces parties, parce que la dissertation, elle se constitue en 3 grandes parties, une introduction, un développement et une conclusion. Donc, la deuxième partie qui est le développement, vous l'avez déjà vu en texte argumentatif. Donc, la deuxième partie de la dissertation, c'est une argumentation. Hein, c'est une production de texte de type argumentatif. Donc, qu'est-ce qui est nouveau selon eux pour vous? Ce sera l'introduction et la conclusion. Et on va tout à l'heure essayer, n'est-ce pas, de voir tout cela. Donc, c'est quoi d'abord la dissertation? Dissertation, donc, rapidement. La dissertation, c'est quoi? La dissertation, c'est un exercice de réflexion qui cherche à évaluer la capacité de l'élève à analyser, à démontrer, à argumenter, n'est-ce pas, de manière structurée, cohérente et logique, un sujet ou bien un problème qui est soulevé par un sujet. Donc, c'est aussi simple. Donc, c'est un exercice de réflexion, n'est-ce pas, qui cherche à évaluer la capacité de l'élève à argumenter, à démontrer et à, n'est-ce pas, analyser un sujet, n'est-ce pas, qui soulève toujours un problème. Donc, chaque sujet soulève un problème et on vous demande de résoudre ce problème-là à l'aide d'une argumentation. Donc, c'est ça. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? Le sujet lui-même.
Parce que la dissertation, elle porte sur un sujet. Et c'est quoi le sujet? Le sujet, donc, ça peut être un propos, une affirmation, un jugement, ou bien un point de vue, n'est-ce pas? Un point de vue, et qui est souvent constitué en deux parties. Donc, la première partie, c'est quoi? C'est le propos, ou bien c'est l'opinion, ou bien encore, c'est, n'est-ce pas, ce que l'on dit, l'affirmation. Et la deuxième partie est constituée par la consigne. C'est ça le sujet. Maintenant, si vous avez un sujet de dissertation, on vous demande de le traiter. Donc, il ne s'agit pas d'emblée d'aller commencer à écrire ou bien à rédiger. Non. Donc, il y a des préalables. Il y a un travail préalable à faire. Ce travail préalable consiste à quoi? Consiste à analyser le sujet. Il faut bien analyser le sujet, n'est-ce pas? Il faut étudier le sujet. Donc, le premier point, analyse du sujet. Ou bien étude du sujet. Donc, pour traiter un sujet chez les élèves, il faut d'abord comprendre le sujet. Hein? Maintenant, pour comprendre le sujet, qu'est-ce qu'il faut? Oui, Jean? Très bien. Donc, il faut lire le sujet. Très bien. Lire le sujet autant de fois nécessaire, n'est-ce pas, jusqu'à sa compréhension. Donc, on peut lire une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le sujet soit bien compris avant de commencer quoi que ce soit. Parce que souvent, les élèves font une erreur, c'est quoi? C'est de se focaliser sur un mot du sujet, ou bien se focaliser sur un mot, n'est-ce pas, qu'ils connaissent, et automatiquement, ils focalisent toute leur attention sur ce mot. Non, ça c'est une erreur. Donc, il faut tout faire pour lire le sujet dans son entier, dans son ensemble. Lire donc, et non parcourir. Non, voilà, lire et bien lire de manière très approfondie. Hein, parce qu'il faut comprendre d'abord. Si on ne comprend pas, on risque de faire hors sujet. Voilà, donc, après la lecture vous permettra de trouver, n'est-ce pas, ou bien de relever les mots-clés. Hein? Donc, relever ou souligner les mots-clés, donc les mots essentiels. Donc, ces mots essentiels, ces mots-clés, il faudra essayer de les définir. Donc, il faut essayer de les définir, trouver leur sens par le jeu, n'est-ce pas, des synonymies, de l'antonymie, etc., pour pouvoir mieux cerner le sujet. Parce que si on ne cerne pas le sujet, si on n'essaie pas de délimiter le sujet, donc vous pouvez avoir des problèmes. Ensuite, il y a également des éléments qui sont essentiels. C'est qu'il faut répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, 3 questions essentielles peuvent être, n'est-ce pas, posées. Donc, la première question, c'est quoi? De quoi s'agit-il dans le sujet? Ou bien, de quoi parle-t-on dans le sujet? Si on se pose cette question, de quoi s'agit-il? Vous allez trouver quoi? Vous allez trouver, oui, Abdou, très bien, vous allez trouver le thème. Le thème du sujet. Très bien. Après avoir trouvé le thème du sujet, vous allez vous poser encore une autre question. C'est quoi? Oui, qu'est-ce qu'on en dit? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit sur le thème? Qu'est-ce qu'on dit du thème? Donc, si tu réponds à cette question, tu vas trouver quoi? Le problème soulevé. Problème soulevé, parce que chaque sujet soulève un problème. Et enfin, une troisième question essentielle également, c'est quoi? Que me demande-t-on? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Voilà, donc, que me demande-t-on? Point d'interrogation. Voilà. Donc, si on répond
à cette question, là, on est dans le cadre de la consigne. Hein? On vous a proposé un sujet, on vous demande, n'est-ce pas, de faire ce travail-là. Et ce travail-là, qu'est-ce qui précise ce qu'on attend de vous? C'est la consigne. Lorsqu'on a parlé du sujet, on a dit qu'il se compose du propos et de la consigne. La consigne, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'élève. Voilà, donc, ce travail-là, chers élèves, il est essentiel. L'agriculteur, avant de semer, n'est-ce pas, dans son champ, il prépare son champ pour avoir une meilleure visibilité, mais aussi pour qu'il n'y ait pas d'obstacles qui pourraient empêcher, n'est-ce pas, les plantes de bien pousser. Vous également, pour pouvoir avoir une belle compréhension du sujet, pour pouvoir avoir une idée beaucoup plus claire, il faudra donc passer par l'analyse du sujet. Donc, une fois que le sujet compris, maintenant, on peut essayer de passer à une étape suivante. Voilà. Donc, ici, on peut parler, par exemple, du traitement du sujet. Qu'est-ce que nous avions dit tantôt? Nous avions dit que la dissertation comprend combien de parties? Oui, Aïssatou? Très bien, 3. Lesquelles? Oui, introduction, développement, conclusion. Très bien. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous focaliser spécialement ou bien uniquement sur l'introduction parce que c'est un travail de chaîne. Donc, il faut respecter, n'est-ce pas, les différentes parties. Donc, aujourd'hui, donc, on va... Donc, introduction. Chers élèves, l'introduction est une partie qui est très, très importante, une partie essentielle, n'est-ce pas, pour un devoir de dissertation. Et l'introduction, il comporte également différentes sous-parties. Oui, Abdou, très bien. Quelles sont les différentes parties? Oui, bien. Donc, il s'agit de amener le sujet. Oui. Poser le sujet. Oui, Abdoulaye. Très bien. Annoncer le plan. Très bien. Voilà les 3 grandes parties. Donc ici, nous sommes en 3e. Donc, voilà, c'est les 3 parties fondamentales qui constituent l'introduction. Maintenant, on va retourner à la première partie de l'introduction. Amener le sujet. C'est quoi amener le sujet? Amener le sujet, c'est tout simplement présenter le sujet. On vous donne un sujet, par exemple, l'argent fait le bonheur, qu'en pensez-vous? Donc, on vous invite à une réflexion, à un débat. Vous ne pouvez pas aussitôt dire, oui, je pense que l'argent, oui, fait le bonheur parce que non, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de donner votre point de vue, votre opinion dès le départ. Non. Il faut d'abord bien présenter le sujet, c'est-à-dire il faut une entrée en matière. Hein? Donc, lorsque vous parlez à une personne, vous ne venez pas aussitôt pour dire ce que vous voulez lui dire. Il faut d'abord vous présenter, n'est-ce pas? Donc, c'est une partie qui doit être bien faite, bien soignée, parce que c'est le premier contact que le lecteur a avec l'élève. Donc, elle doit séduire, elle doit être captivante, cette partie. Donc, comment peut-on amener le sujet? De plusieurs manières. Oui, on peut amener le sujet par un constat général, ou bien à travers l'actualité. Par exemple, l'actualité actuellement, c'est quoi? C'est la pandémie qui refuse de nous quitter. Le coronavirus. Par exemple, un sujet, par exemple, peut nous dire, depuis quelque temps, on note une augmentation des cas de contamination liés au Covid-19 au Sénégal. Je vous dis, par exemple, après avoir expliqué les causes et les conséquences qui en découlent, vous allez proposer des solutions. Pour un sujet, par exemple, comme ça,
Hein? Donc il ne s'agit pas de venir automatiquement pour parler dans le fond du sujet. Donc ici, il faut d'abord s'arrêter et présenter le sujet. Et à travers le constat général, on peut dire le coronavirus est une pandémie qui aujourd'hui est dans toutes les langues. Ou bien le coronavirus, n'est-ce pas, occupe l'actualité et, n'est-ce pas, défraie les chroniques, etc., etc. Donc on peut passer par l'actualité pour essayer n'est-ce pas, d'amener le sujet. Bien, on peut également amener le sujet, n'est-ce pas, en faisant une petite réflexion historique. Pour toujours ce même sujet, on peut dire hier comme aujourd'hui, ou bien autrefois comme aujourd'hui, n'est-ce pas, les pandémies, n'est-ce pas, ont toujours été des sources de préoccupation pour les sociétés. Mais celle-ci, n'est-ce pas, est beaucoup plus, etc., etc. Donc là, on est en train de amener le sujet par une approche historique. Ou bien même par une définition du thème. Hein? Le thème ici, c'est quoi? C'est la maladie du Covid-19. Donc, on peut le définir, c'est quoi une pandémie? Donc, une pandémie, c'est une maladie, n'est-ce pas, qui a eu à faire, n'est-ce pas, qui a touché, n'est-ce pas, la planète. Donc, tous les pays, par exemple, ont été touchés pratiquement par cette pandémie. Donc, de manière approche historique, ou bien par définition du thème, etc. Ensuite, la deuxième sous-partie de l'introduction, c'est poser le problème. Dans cette partie, en troisième, donc, ce n'est pas très compliqué. Il s'agit tout simplement de reprendre le sujet tel qu'il a été donné. Si c'est un sujet court, bien sûr. Si le sujet est court, il faut le reprendre. On peut le reprendre avec des expressions, par exemple, qui introduisent. Par exemple, on peut dire, c'est dans cet ordre d'idées. Par exemple, c'est dans ce sillage, hein, c'est dans cette perspective, n'est-ce pas, que le sujet dit, j'ouvre les guillemets, et je cite, n'est-ce pas, textuellement le sujet. C'est clair? Voilà. Maintenant, si c'est un sujet qui est long, on peut le reformuler. Reformuler, qu'est-ce que cela veut dire? Reformuler, cela veut dire que, donc, il faut tourner le sujet, hein, donc, parler du sujet d'une autre manière, mais de faire de sorte de ne pas, n'est-ce pas, changer le sens initial. Hein, parce que ça peut vous pousser, n'est-ce pas, vers le hors-sujet également. Donc, dire le sujet d'une autre manière, de manière beaucoup plus courte, mais en respectant l'idée de l'auteur. Donc, il ne faut pas trahir l'idée de l'auteur. Donc, ça, c'est la reformulation, donc, poser le... Et enfin, une autre partie qui est très essentielle, c'est le plan. C'est quoi le plan? Le plan, c'est la démarche. Le plan indique la démarche à suivre. Donc, c'est le plan qui dicte la conduite de la deuxième partie qui est le développement. Donc, le plan, par exemple, pour le sujet que nous avons mentionné tout à l'heure, on peut dire, par exemple, dans le sujet, donc, au cours de notre analyse, nous allons montrer d'une part les causes de l'augmentation rapide du Covid-19. D'autre part, nous montrerons les conséquences qui en découlent. Et enfin, nous tenterons de proposer des solutions. Donc ça, le correcteur ou bien le lecteur qui vous suit, il sait que vous partez d'un point et vous allez vers un autre point. C'est très clair. Hein? Donc, un devoir de dissertation doit forcément avoir un plan. Si vous ne faites pas de plan, ça veut dire que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire ou bien où vous voulez aller. Ça doit être clair. Le plan, il doit être explicite et clair. C'est ça que je veux faire, c'est ça que je vais annoncer. Et c'est ça que je vais respecter suivant l'ordre dans la deuxième partie qui est le développement. Ça sert un peu de boussole en fait. Voilà, ça sort de boussole. Donc, ça guide le reste du travail, de la démonstration et de l'argumentation. Elle peut se faire également de manière interrogative. Donc, pour mieux comprendre, n'est-ce pas, ce sujet, on peut se poser, ou bien nous pouvons nous poser les questions à savoir quelles sont les causes
de l'augmentation des cas de contamination. Point. Quelles peuvent en être les conséquences et quelles solutions pouvons-nous proposer? Donc, le plan peut se faire de manière affirmative ou bien de manière interrogative. Donc voilà, chers élèves, la première partie que nous voudrions vous présenter, qui est axée sur 3 parties, et que c'est une partie essentielle parce que c'est le premier contact que vous avez avec votre correcteur. Déjà, le correcteur, il lit cette introduction, il a déjà une bonne impression de vous, il a envie de lire la suite. Mais si vous occultez, si vous omettez, n'est-ce pas, une des parties, ça veut dire que automatiquement, d'emblée, vous risquez de perdre gros. Voilà, donc, chers élèves, voilà, en quelque sorte, Assoumbène. Et de vous retrouver avec la fameuse note ou la notation qui fait peur, HS. Voilà, HS, hors sujet. Hors sujet. Donc, pour éviter cela, il faut bien lire le sujet, prendre son temps. Donc, il ne faut pas se presser pour faire du n'importe quoi. D'accord, donc il faudra être très très vigilant, il faudra lire, il faudra souligner les mots-clés, il faudra identifier le thème, soulever le problème et veiller carrément à la consigne. C'est capital. Ce sont ces 5 premières étapes. Elles sont les premières étapes, mais elles sont quand même capitales. Elles sont capitales. Voilà, donc elles sont incontournables. C'est d'autant plus indispensable que l'introduction et la conclusion doivent se faire au brouillon. Hein? Donc c'est pour dire que vraiment c'est pour ne pas faire d'erreurs. Maintenant le développement ça peut se faire directement. Au brouillon aussi pour avoir une belle présentation. Une belle présentation. Merci beaucoup, Monsieur Seck. Merci beaucoup. C'était par rapport à l'introduction. Maintenant, bon, c'est sûr, nous n'aurons pas aujourd'hui le temps d'aborder le développement. Peut-être une prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup et revenez quand vous voulez. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, chers élèves. Voilà, merci beaucoup, Allez, merci Monsieur beaucoup. Seck, professeur de français. Il était là pour les élèves qui sont en classe de 3e, je pense. Il a été très, très clair. Faire une dissertation, c'est d'abord avoir une visibilité, c'est de lire, c'est de souligner les mots-clés, c'est d'identifier le thème, mais aussi de voir le problème soulevé et aussi veiller à la consigne. C'est très, très capital. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux classes de terminale et nous allons faire un peu de physique-chimie. Ce sera avec, ou bien, nous allons accueillir un autre Secken. Je pense qu'aujourd'hui, sur le plateau, inspecteur, les Secken prennent le pouvoir. Les classes de 3e, c'est un Secken. Terminale, un Secken. L'inspecteur Seck est aussi sur le plateau. Mais bon, rassurez-vous, le Guéyen vous suit. Il est de l'autre côté. Il est avec nous dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Il n'est pas dans la salle, mais je le disais tantôt, au tout début, grâce à la magie de la technologie, il est avec nous. Il nous accompagne. Merci beaucoup, Antoine, docteur Massamba. Maintenant, nous allons accueillir M. Seck. C'est pour un cours sur la cinétique chimique. Je pense que c'est bien ça. M. Seck, bienvenue. Merci. Un autre Secken. C'est normal parce que quand on leur disait d'aller à l'école, c'est Guéyen et c'est Diawen, ils étaient à la maison en train de manger. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de Secken professeurs que de Guéyen professeurs. En tout cas, inspecteur, attendez-vous à une riposte du docteur Massamba qui est avec nous dans la salle des profs de la télévision Futur Média. M. Diaw qui va venir tout à l'heure le sait. Qui va venir demain, pardon. Il sera là demain, M. Diaw. Oui, le Diawen. Merci beaucoup, Merci M. Seck. Astou, merci. Donc je vais me joindre aux prières formulées à l'endroit de la dame de Dr Massamba. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille au paradis. Donc sans plus tarder, nous allons... Donc vous avez vu déjà dans les cours précédents que la plupart des réactions chimiques, le passage de l'état initial à l'état final nécessite un temps plus ou moins long. Et aujourd'hui, le cours va porter sur l'évolution temporelle des systèmes chimiques. C'est vrai que cette partie est très intéressante. Vous-même, vous pouvez suivre parce que c'est des choses que l'on voit à la maison, qu'on fait. Donc c'est véritablement de la chimie à la maison. Alors, il y a des exemples que vous avez déjà vus. Par exemple, à la maison, si vous voulez préparer un repas, souvent, pour accélérer la transformation, on augmente le débit de gaz. Et pour ralentir, on diminue le débit de gaz. Donc, on est en train de faire de la cinétique. Donc, dans la première partie
nous allons voir, donc le cours va porter sur Vous avez vu dans les cours précédents que lors des transformations chimiques, la plupart des réactions nécessitent un temps plus ou moins long. Et ce temps-là qui fera donc l'objet de ce cours. Donc dans cette partie de la chimie, qui est le chapitre C4, intitulé Cinétique chimique, nous allons étudier l'évolution temporelle des systèmes chimiques. Voilà, cinétique chimique. Voilà, avec le tableau, profiter de tout ça. Donc la cinétique chimique. Donc c'est le chapitre C4 du programme de chimie en terminale S. Tout d'abord, nous allons étudier l'évolution d'une transformation chimique, ce que je disais tantôt. Il y a certaines réactions, elles sont rapides. C'est le cas des réactions de précipitation. C'est des réactions qui se déroulent, qui sont telles que lorsque vous mettez en contact les deux réactifs, les réactifs, de façon générale, lorsque vous les mettez en contact, aussitôt, le produit est formé. Vous avez ici encore les réactions acido-basiques. Vous avez une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium, ce qu'on appelle la soude. C'est une réaction qui est rapide. Vous verrez que ces réactions-là, pour les suivre, ça va poser des problèmes. C'est pour ça qu'en classe de terminale, ces réactions ne feront pas l'objet d'études cinétiques. Et nous avons les réactions lentes. Les réactions lentes, c'est des réactions que vous avez déjà vues, l'oxydoréduction, réaction d'oxydoréduction en première. Vous avez vu les réactions de saponification dans le chapitre C3. Ici, vous avez un ester avec la soude qui donne un carboxylate de sodium et l'alcool, etc., etc. Là, vous avez, c'est vrai que je vous ai donné exactement l'équation bilan, mais vous avez ici les bilans. Les couples permanganate Mn2+. Vous pouvez écrire les demi-équations électroniques et vous avez aussi le couple CO2 acide oxalique. Donc c'est des réactions qui sont lentes, donc qui feront l'objet d'études dans cette partie de la chimie. Alors, il est clair que lorsque vous devez étudier une évolution, l'évolution temporelle des systèmes, vous allez déterminer la vitesse de la réaction. Attention, ici, ce n'est pas un mobile qui se déplace, mais ici, ce sera une variation de quantité de matière d'un réactif ou bien d'un produit. Et d'abord, nous allons voir la vitesse moyenne. Comme vous connaissez bien, c'est une moyenne de vitesse. Et dans la première séquence, c'est la vitesse moyenne de disparition d'un réactif. On va considérer un réactif R. Et vous savez très bien que les réactifs, ils disparaissent. Donc, quand on vous dit définir la vitesse moyenne de disparition d'un réactif, vous allez dire que la vitesse moyenne de disparition d'un réactif, elle est égale à l'opposé du rapport de la variation de quantité de matière de ce réactif entre deux dates, T1 et T2, choisi, par la durée nécessaire pour cette variation. Donc ce qui est donné ici en expression, vitesse moyenne du réactif, c'est moins delta N de réactif sur delta T. Maintenant, la vitesse moyenne de formation, si vous avez un produit, donc vous savez très bien qu'un produit, il se forme. Tout à l'heure, vous avez vu le moins. Le moins ne signifie pas négatif. Le moins signifie opposé. Parce que les réactifs, leur quantité diminue au cours du temps. Donc le delta N va être négatif, ce qui fait que l'opposé d'un nombre négatif sera positif. Et maintenant, pour la vitesse de formation d'un produit, c'est égal, par définition, au rapport, donc toujours vitesse moyenne, entre deux dates, T1 et T2 par exemple. C'est au rapport de la variation de la quantité de matière de ce produit par la durée delta T nécessaire pour cette variation. Donc les unités, et là ça nous permet de revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, la vitesse moyenne de disparition d'un réactif ou de formation d'un produit s'exprime en mol par seconde. Donc si la quantité de matière est exprimée en mol, la durée en secondes, ça sera mol par seconde. Et attention, ce n'est pas des mètres par seconde. La plupart du temps, on voit que les élèves font un bon travail, après ils mettent mètres par seconde, parce qu'ils confondent.
ici, ce n'est pas un mobile qui se déplace, encore une fois, c'est une variation de quantité de matière par rapport à une durée bien déterminée. Alors, vous pouvez avoir en mol par minute aussi, mais également, on peut aussi évaluer la vitesse moyenne avec la concentration par unité de temps. Maintenant, pour la vitesse instantanée, là, ça va être beaucoup plus précis. Vous savez qu'une moyenne, vous savez très bien, une moyenne ne donne pas les valeurs exactes à un instant donné. Donc, on va être beaucoup plus précis dans la vitesse instantanée. Donc, en réalité, on vous dit, lorsque les deux instants sont proches, donc delta de t tendant vers 0, bon, vous parlez comme les mathématiciens, on va passer à la limite. Mais nous allons directement utiliser la formule, dire que la vitesse instantanée de disparition d'un réactif, vous voyez bien, c'est l'opposé de la dérivée, hein, de la valeur de la dérivée de la fonction nr par rapport au temps. Bon, on va y revenir dans un exercice beaucoup plus clair. Et ici, en utilisant les concentrations, la vitesse n'est rien d'autre que l'opposé de la valeur de la dérivée de la fonction concentration en fonction du temps. Et maintenant, pour la vitesse instantanée de formation, comme on l'a fait, pour vitesse moyenne, vitesse instantanée, et là, vous voyez qu'il n'y a pas de moins parce que les produits au cours du temps se forment, donc leur quantité augmente. Donc le d de n là est une valeur positive. Exactement ce qu'on a dit aussi pour les vitesses instantanées, c'est aussi des unités en mol par seconde ou en mol par litre par seconde. Maintenant, si c'est une concentration, ça sera mol par litre par seconde ou mol par litre par minute, etc. Et vous savez que les facteurs qui peuvent influencer cette vitesse de réaction. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Lorsque vous voulez augmenter, par exemple, la vitesse de réaction d'une transformation, vous pouvez augmenter la température. La température, donc, est un facteur cinétique. Si vous voulez ralentir, on peut diminuer la température. Et la concentration également des réactifs, je dis bien des réactifs, parce que ce sont les réactifs qui entrent en jeu. Ce ne sont pas les produits. Donc la concentration des réactifs, lorsqu'on augmente leur concentration, ou bien lorsqu'on diminue leur concentration, la vitesse aussi va être modifiée. Vous avez aussi ce qu'on appelle le catalyseur. Le catalyseur, c'est une espèce chimique qui peut aussi modifier la vitesse de la réaction. Donc voilà en gros exposé les principaux paramètres, les principaux éléments qui vont entrer en jeu dans l'étude de cinétique. Et nous allons donc, pour étayer tout ça, passer à un exercice d'application. L'exercice d'application, voilà, je vais lire très rapidement. On désire étudier la cinétique de la réaction lente d'oxydation des ions iodures par les ions peroxyde du sulfate. Pour cela, on mélange à la date t égale à 0 un volume V1 égal à 100 ml de solution peroxyde du sulfate de potassium de concentration C1 avec un volume V2 de solution d'iodure de potassium de concentration C2. Et là, on vous donne l'équation bilan. On pouvait ne pas vous la donner. Vous donnez les couples S2O8-2- et SO4-2- et le couple I2I-. C'est à vous, mais vous avez vu ça en classe de première. J'imagine que vous avez vu ça en première et que vous vous rappelez très bien de comment on fait. Donc, la première question qui est posée, c'est de déterminer les quantités de matière des espèces chimiques présentes à l'état initial, c'est-à-dire à l'état T égale à 0. Endurent à cette date la concentration molaire des ions peroxyde du sulfate et des ions iodures dans le mélange réalisé. Alors, attention. Vous avez une solution de peroxyde du sulfate contenant des ions peroxyde du sulfate et une solution contenant des ions iodures. On les mélange. Et on vous demande la concentration à la date T égale à 0 de ces deux espèces. On vous dit maintenant, à la question 2, on prélève à différentes dates. Donc, on fait des prélèvements. Alors, techniquement, comment on fait? Vous avez vu dans les labos, on a des instruments qui nous permettent de mesurer, comme les pipettes, de mesurer et de mettre dans un bécher. Donc, à différentes dates, on fait des prélèvements. Et on refroidit. Alors, la question, pourquoi on prend la précaution de refroidir le prélèvement? Tout à l'heure, on a parlé de diminuer
la vitesse. Si vous ne refroidissez pas, qu'est-ce qui va se passer? Dans chaque prélèvement, on dose maintenant le diode formé par une solution de thiosulfate en présence d'emploi d'amidon. Et on donne l'équation de réaction de dosage. Alors là, c'est les difficultés que vous avez de pouvoir distinguer quelle est la réaction étudiée et quelle est la réaction qui est support. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire. Tout à l'heure, le collègue Seck parlait de la lecture. Elle est aussi valable aussi dans ces disciplines. Et on vous a dit, on a relevé, excusez-moi, dans le tableau qui suit, les différentes valeurs de thiosulfate qu'on a versées. Et voilà les volumes, aux différentes dates, à t égale à 0, 4,5, etc. Voilà les valeurs de thiosulfate qu'on a versées. Ça veut dire qu'ils ont permis, ces volumes, qui ont permis de doser à des instants considérés la quantité de diode qui est présent dans le milieu. Alors, la question relative, la première relative à ça, on vous demande d'exprimer la relation entre la quantité de matière de diode présente dans le prélèvement. Rappelez-vous, on avait prélevé 10 000 litres et on a dosé. Donc, la relation entre l'iode présent dans ce prélèvement et le thiosulfate qui a été versé. En déduire une relation, donc, relation entre C2, C1 et V2 et la concentration I2. Donc c'est clair que si vous avez cette relation-là, vous pouvez compléter le tableau parce que vous aurez à chaque instant considéré la concentration I2. Complétez le tableau. Donc la courbe maintenant, ci-dessous a été obtenue. Donc on a tracé la courbe. Alors même si moi, je n'ai pas encore fait les calculs, je vois bien que la courbe me dit qu'à t égale à 0 minutes, la concentration de I2 égale à 0. Et on va voir. Réponse. On demande maintenant de déterminer la vitesse instantanée de diode à cette date T. Donc c'est une vitesse instantanée de formation parce que le diode est un produit de la réaction. Déterminer donc cette vitesse aux différentes dates T0 égale à 0 et T égale à 20 minutes. En déduire la vitesse de disparition. Vous voyez bien, lorsqu'on connaît la vitesse de formation d'un produit, on peut en déduire la vitesse de disparition d'un réactif. C'est comme si je dis 1A disparaît, 2B se forme. Donc vous voyez bien, il y a une relation entre les deux. Justifier qualitativement l'évolution de la vitesse. Donc on va voir, est-ce que la vitesse elle augmente, est-ce qu'elle diminue, est-ce qu'elle ne varie, est-ce qu'elle est constante. Et enfin, de déterminer le temps de demi-réaction, puis le déterminer graphiquement. Définir le temps de demi-réaction et le déterminer graphiquement. Voilà ce qu'on a essayé de vous proposer. Certainement, moi je vais vous conseiller d'abord de prendre l'énoncé, de le faire et de voir le corriger. Donc, d'abord, vous lisez l'énoncé, vous l'avez, et essayez même de construire la courbe, parce que ça peut être demandé. Vous avez donc tout ça, vous répondez, après nous venons à la correction de cet exercice. Donc, juste les pièges qu'il faut éviter. Quand vous avez un mélange, il faut dire que il y a la quantité apportée par donc dans chaque solution, et vous faites le mélange dans un autre milieu. Donc, et quand vous faites ce mélange-là, au départ, le nombre de moles que vous apportez est le même nombre à t égale à 0. Qu'est-ce qui change? C'est le volume dans lequel chaque espèce est contenue. Voilà, je sais pas, on peut proposer de corriger, de donner la correction. Après, quand vous aurez quand même fait l'effort de faire quand même un petit effort. Hein, quand vous avez fait un petit effort, et ça c'est important. Je pense même qu'il faudra un peu cacher le début. Ah oui. J'ai été généreux. Voilà, vous avez été très très généreux. Voilà, je pense qu'ils ont la possibilité de revenir sur tout ça, des exercices. Je pense que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la salle des profs de la télévision Futur Média ou bien sur igfm.sn. Je pense que M. Seck, vous l'avez dit tantôt, ils ont les explications, ils ont tout. Maintenant, reste à appliquer. C'est ça.
Et c'est pas difficile, il suffit juste de revoir le cours. Si vous avez des difficultés, revoyez votre cours et essayez. Et après, vous aurez le corrigé. D'accord. Vous avez tout à l'heure parlé de catalyseur, c'est la fameuse technique utilisée avec le charbon et le couscous. Tant aimé des Sekens. Je suis là pour docteur Massamba. Oui. Donc, je sais qu'Assou, elle est du côté maintenant des Diao et des Gueye. Mais bon, vous savez, nous, on a une croyance de certaines pratiques. Le couscous, à la maison, on met un morceau de charbon. Tout en pensant que, en mettant le morceau de charbon, le couscous ne se dégrade pas parce que, tout simplement, le charbon éloigne les djinns. Mais en réalité, ça permet de ralentir les transformations. Okay. C'est exactement comme vous prenez votre aliment que vous avez préparé. Après, vous mettez dans le réfrigérateur. Il est clair que si vous le mettez à l'air libre, en quelques heures, c'est dégradé. Mais avec le frigo, vous pouvez conserver 1 à 2 jours. Le congélateur, c'est encore mieux. Ça peut conserver les aliments pendant des jours et des jours. Les vieilles bonnes méthodes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Seck. En tout cas, je pense que vous allez revenir dans les prochains jours juste pour la correction et aussi peut-être les élèves qui sont en classe de terminale S, ils prendront volontiers le temps de revoir l'énoncé que vous avez donné tout à l'heure, le rappeler, le dire. Énoncé, vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la télévision Futur Média, plutôt de la salle des profs de la télévision Futur Média, mais c'est la même chose. Et ou bien carrément sur igfm.sn. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers apprenants, qui nous avez suivis aujourd'hui dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous, le Sénégal est de tout cœur avec vous. Et encore, merci pour votre disponibilité, votre générosité. Vous faites preuve de beaucoup d'humanité. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers apprenants, vous qui êtes avec nous tous les matins dans la salle des profs de la télévision Futur Média. N'oubliez pas de réviser vos cours, n'oubliez pas de revoir les exercices, les applications à la maison, mais aussi n'oubliez pas de choisir votre livre de la semaine. Nous allons rester avec Chambre 7 de Fatidien, une belle couverture, un livre qui raconte le parcours, une vie difficile d'une femme très brave, qui a eu des difficultés par rapport à la société, qui a été en prison. Allez-y voir Chambre 7. En tout cas, sachez que ça raconte la vie d'une femme, une femme très brave, Khady Mariam. Nous restons avec Chambre 7 donc pour cette semaine, Chambre 7 qui est de Fatidien. En tout cas, chez vous aussi, choisissez votre livre de la semaine. Vous pouvez comme nous prendre Chambre 7 ou bien pour les tout petits, essayez de voir dans la bibliothèque de papa, maman. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose à lire à la maison, même si c'est 10 pages par jour, même si quand vous commencez à lire, vous avez des mots de tête. Il faut continuer, il faudra insister car c'est capital. La lecture est à la base de tout. Très bon courage à tous. En tout cas, sachez que vous êtes nos héros, vous faites notre fierté. Bon courage. Merci à vous qui nous accompagnez et aussi merci à l'équipe technique. Inch'Allah, ensemble, comme nous avons l'habitude